Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Pour nous accompagner ce soir, Grégory Garestier, le maire de Maurepas. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Grégory Garestier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 24 août 1982, vous avez donc 32 ans. Né à Versailles, vous avez grandi à Maurepas, vous en êtes devenu le maire en mars 2014. Qu'est-ce qu'il y a à Maurepas qui vous a toujours donné envie d'y rester, d'en devenir le maire ? Est-ce qu'il y a une attache particulière entre vous et cette ville ? Ou peut-être ça peut être sa beauté, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours resté à Maurepas ? Son cadre de vie, entre la partie urbaine et la partie ville et la campagne, avec son bassin de la Courance, sa tranquillité également et la qualité de ses services publics, c'est une belle ville et il fait bon d'y vivre et d'y rester. Politiquement, vous avez toujours été à droite, vous êtes devenu militant UMP en 2002, l'année de la création du parti. Vous avez été notamment responsable des jeunes UMP de la 10e circonscription des Yvelines. Professionnellement, vous avez fait carrière dans la communication et votre passion à vous, c'est l'astronomie. Dans cette émission, nous allons revenir sur votre première année de mandat et les actualités les plus récentes qui concernent votre ville, piscine et cinéma notamment. Mais tout de suite, place au Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Grégory Garestier, on commence donc avec le Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître. D'ici 2030, l'Europe sera confrontée à une épidémie d'obésité. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. En votre qualité de maire, est-ce que vous êtes attentif aux problèmes de surpoids dans l'élaboration des menus, par exemple à la cantine ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement ? Oui, absolument. L'obésité, il faut la combattre. Et on a un taux de mortalité qui augmente au fil des années. Et donc il faut suivre en effet la nutrition de nos enfants. Nous avons une diététicienne qui suit et qui élabore les repas avec la CEMO, qui est la société qui fabrique les repas pour les enfants. Donc évidemment j'y suis très attentif. C'est important en même temps également de développer le sport pour pouvoir être en forme tout au long de sa vie. Le Paris-Nice est parti des Yvelines cette année. Qui a remporté cette course cycliste ? Le savez-vous ? Vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais est-ce que vous le savez ? J'ai oublié le nom. Je ne suis pas un spécialiste du cyclisme. Ouais, l'Australien Richie Porte de l'équipe Richie Sky. Porte, oui. Exactement. D'après un sondage de l'Institut BVA, 62% des Français utilisent la voiture tous les jours ou presque. Et pour vous, la voiture reste-t-elle indispensable dans votre vie quotidienne depuis que vous êtes maire ? Non, je vais à la mairie à pied parce que j'habite à côté. Donc je prends très peu ma voiture, sauf pour me déplacer quand c'est nécessaire en dehors de la ville. La mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen va-t-elle nuire ou profiter au Front National selon vous ? Ah, sacrée histoire. Moi, je pense que ça va plutôt leur nuire parce que nous avons un parti d'extrême droite qui montre son vrai visage. Ils lavent leur linge sale en public. Des histoires familiales que les Français ne supportent plus. Et voilà, pour moi, je pense que tout ça est calculé. Un maire soupçonné de faire des statistiques ethniques et de ficher les enfants de sa commune en fonction de leur religion. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a-t-il dérapé selon vous ? Complètement. C'est même, je le dirais, c'est inacceptable, c'est puant. Ça rappelle la sombre histoire de notre pays, les sombres histoires de notre pays. Donc évidemment, je condamne avec fermeté ces statistiques. Évidemment, il y a une enquête qui est en cours. Mais c'est condamnable évidemment et avec fermeté. Alors pour information, c'est interdit en France et la peine encourue est de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Quel est le dernier livre que vous avez lu, si vous avez toujours le temps de lire en étant maire ? Ah oui, là je viens d'acheter le grand atlas de l'astronomie préfacé par Hubert Reeves. D'accord. Le bureau politique de l'UMP a adopté la nouvelle appellation du parti, ça sera les Républicains. Les militants voteront à leur tour les 29 et 30 mai. Ça sera la 6e fois en 70 ans que la droite dite de gouvernement change de nom. Est-ce que c'est vraiment utile à chaque fois ce changement de nom ? Le monde évolue vite, la société change et je pense que les partis politiques doivent changer aussi en même temps. Donc c'est une bonne chose. Au-delà du nom, qui reste la forme,
Moi, je suis très content de ce nom parce que je suis républicain également dans l'âme. Il faut travailler le fond. Et c'est ça ce qu'attendent les Français, c'est le fond, de répondre à leurs attentes et à leurs besoins pour l'avenir. Dernière question, l'Égypte, l'Inde et maintenant le Qatar. 3 succès commerciaux en 3 mois pour le Rafale. Les secteurs de l'aéronautique et de la défense sont très présents dans le département. Hollande est-il finalement un meilleur commercial que Nicolas Sarkozy, François Hollande? En tout cas, ça sert les intérêts de la France et c'est ça l'essentiel. L'hebdo politique. Grégory Garesti, on va revenir tout d'abord sur votre première année de mandat. Vous êtes sorti vainqueur des élections municipales en mars 2014 avec au second tour un peu plus de 49% des voix. 1 an et quelques jours après votre élection, quel bilan vous tirez de votre action? Est-ce que vous en rêviez, on le sait, de ce poste? Est-ce que le rêve est resté un rêve ou est-il devenu cauchemar? Non, c'est toujours un rêve. En tout cas, je suis très heureux de représenter les Morpasiens au travers du mandat de maire, moi qui suis natif de la ville. Ça a été ça a été une première année de mandat éprouvante, parce que nous avons démarré tous les dossiers qui commencent à porter leurs fruits. J'ai de très bons échos de la politique qui est menée, donc il faut continuer en ce sens. Si je ne me trompe pas, c'était une ambition d'adolescent pour vous de devenir maire? Oui, c'est vrai. J'ai découvert qu'il fallait, pour faire bouger les choses, avoir le pouvoir, évidemment, forcément. Donc il faut s'engager en politique. Et donc moi, j'aime ma ville. J'avais envie de proposer des projets aux Morpasiens pour l'améliorer. Et c'est pour ça que je me suis engagé pour les Morpasiens. En l'espace d'1 an, quelle est politiquement votre plus grande fierté et votre plus grande déconvenue, s'il y en a déjà? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir bouclé un budget très compliqué, sans augmentation des impôts locaux, avec la baisse des dotations de l'État qui est très importante, 1,5 million d'euros en moins cette année sur un budget de 30 millions pour Morpa. La déconvenue, il n'y en a pas, sauf que c'est la lourdeur de l'administration en France qui est assez importante et je pense que la jeune génération que je représente doit aussi pouvoir porter ces sujets-là, en tout cas auprès de nos députés ou en tout cas de ceux qui changent les lois. Voilà. Alors, je l'ai dit, vous souhaitiez devenir maire dès votre adolescence. Est-ce que cela veut dire que maire de Morpa, c'est une finalité pour vous et vous espérez rester longtemps à la mairie de Morpa ou alors vous nourrissez d'autres ambitions? Je l'espère. Si je fais du bon travail et que les Morpasiens me font toujours confiance, j'aspire évidemment à continuer à les représenter. Je suis quelqu'un qui suis dans le présent. Beaucoup d'hommes politiques sont trop dans l'avenir, trop dans l'après. Chaque chose en son temps. Je suis jeune, j'ai 32 ans, j'ai tout l'avenir devant moi. Vous vouliez vous concentrer sur le premier mandat finalement? Tout à fait. C'est pour ça que j'avais souhaité être suppléant aux élections départementales pour représenter ma ville au sein du canton, mais que cumuler, ce n'est pas une bonne idée quand on démarre sa carrière politique, d'autant plus que Morpa va bientôt rejoindre la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, dont je serai l'un des vice-présidents, et évidemment ce serait une charge de travail supplémentaire, et ça suffit bien. Voilà. Vous soutenez depuis longtemps Nicolas Sarkozy au sein de l'UMP, vous vous en inspirez parfois dans votre fonction de maire? Est-ce que vous suivez son exemple? Vous dites il aurait fait ainsi, donc je vais faire ainsi ou non, pas du tout? Non. Au niveau national, évidemment, je le soutiens. Au niveau local, je n'y pense pas. C'est personnel? Au niveau local, je suis moi-même. Voilà. Une autre personne est très importante pour vous, on le sait, c'est Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt. Vous avez été dans son équipe municipale lors du précédent mandat en charge de la communication, si je ne dis pas de bêtises. C'est votre Non, excusez-moi. Quels sont vos rapports avec lui? Excusez-moi, aujourd'hui, je me suis trompé de question. Quels sont vos rapports avec Jean-Michel Fourgousse? Ils sont très bons. Nous avons des liens forts, des liens d'amitié. C'est important de construire ces liens autour de soi, surtout que lorsqu'on dirige une collectivité et Morpa aspire à être dans une même communauté d'agglomération. Et donc, pour travailler ensemble, il faut bien s'entendre. Ce qui faisait la différence de mon prédécesseur qui ne s'entendait avec personne. Donc, du coup, moi, les dossiers avancent beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est un simple collègue ou un peu plus? Non, je dirais que c'est un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui a des résultats. La preuve, il a été réélu avec plus de 60% la dernière fois pour un 4e mandat. Ce n'est pas rien et il vaut mieux s'inspirer des meilleurs que des moins bons. Est-ce qu'il vous donne par exemple des conseils sur tel ou tel sujet? Il vous dit, peut-être il vous épaule dans vos premiers pas en tant que maire ou pas du tout? Non, pas du tout. Il a toujours gardé cette distance que j'apprécie. Chacun a sa place et
Voilà, après, entre collègues, on échange, on s'inspire les uns et les autres des projets qu'on pourrait mener, mais toujours dans l'esprit d'améliorer le quotidien de ses habitants. Alors vous venez du monde de la communication, vous êtes à ce propos très actif sur les réseaux sociaux. Quelle est la place de la communication dans le monde politique? Est-ce qu'elle est mineure ou majeure pour vous? Pour moi, elle est majeure si elle est bien utilisée. La communication, elle sert à informer les concitoyens. Moi, je suis très attaché aux réseaux sociaux parce que ça me permet d'avoir un lien direct avec les Morpasiens. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion pendant 2 longues heures sur Twitter en message privé avec un jeune Morpasien qui m'expliquait... Il n'aurait jamais eu l'occasion sinon d'échanger avec vous peut-être. Voilà, c'est possible. Donc je suis très accessible. Je rencontre tous les Morpasiens qui le souhaitent. D'ailleurs, je proposerai bientôt un projet en ce sens. Et voilà, ça me fait plaisir parce que je suis très attentif au bien-être des Morpasiens. J'aime ma ville, je veux l'améliorer et je veux que mes habitants se sentent bien là où ils vivent. Vous avez 32 ans, c'est très jeune en politique. Au sein de la future CASCI que vous allez intégrer bientôt, vous serez le Benjamin des maires en tout cas. C'est vrai. In fine, être jeune en politique, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient après 1 an de mandat? Vous avez peut-être un avis là-dessus? Alors, je dirais que c'est un avantage parce qu'on est peut-être plus réactif, plus d'énergie. Moi j'ai une équipe jeune, la moyenne d'âge est 40 ans. Et puis les concitoyens ont aussi besoin de renouveau, ils le montrent à chaque élection. Et c'est important aussi d'avoir de nouvelles têtes, de nouvelles énergies, de nouveaux projets. Voilà, il faut bouger et c'est important aussi d'avoir de renouvellement de générations. Et ça devrait être d'ailleurs plus souvent. On a une société, en tout cas une démocratie en France, qui a tendance à ne représenter que les mêmes depuis longtemps. Et là, je pense qu'on est arrivé à un point de rupture. Certains vous font remarquer parfois que vous avez tout juste 32 ans et que du coup, vous n'êtes pas forcément légitime sur certains sujets ou alors ça n'arrive jamais? Mais légitime de quoi? J'ai été élu au suffrage universel direct par les Morpasiens. Est-ce que moi je me permets de dire que les autres sont trop vieux? C'est-à-dire qu'on vous a déjà fait la remarque? C'était une question, c'était pas une affirmation. Avant que je sois élu, oui. D'accord. Mais c'était les jaloux qui voulaient le poste. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait mes preuves. Il n'y a plus ce problème-là avec... Non, il n'y a plus ces problèmes-là. Je remarque quand même de la part de mes adversaires, du fait peut-être parce que je suis jeune, un manque de respect. Moi, je n'ai pas un manque de respect vis-à-vis de mes adversaires, même s'ils sont plus âgés, et j'aimerais que ça aille dans les deux sens. Est-ce que c'est difficile d'insuffler un vent nouveau en politique au sein d'une mairie? Est-ce que finalement la politique est un monde d'anciens? Alors, dans une collectivité, non, parce que vous avez le pouvoir de changer concrètement les choses tout de suite. Vous renouvelez le personnel, vous changez les méthodes également. On a des méthodes nouvelles d'organisation, on fait de la politique autrement. Et donc, non, c'est une facilité. Et je pense que c'est nécessaire parce que l'administration, c'est lourd. Hein. Quand vous prenez une décision politique, le temps que ça se traduise administrativement, il se passe quand même quelques temps. C'est quoi votre méthode à vous? Ma méthode, méthode, c'est la concertation. Je fais beaucoup confiance à mon équipe. J'ai des talents dans mon équipe et donc je leur fais confiance. Ils ont des compétences et puis également le personnel municipal qui est là à mes côtés pour faire réussir mon mandat. Et ça, c'est très important que aussi les agents, on les oublie souvent, les agents communaux, il y en a 600 à Maurepas, qui font le travail, qui traduisent sur le terrain la politique que je mets en œuvre. Et sans eux, rien ne serait possible. La vie politique a été assez, pendant longtemps, agitée à Maurepas, une ville qui était à gauche depuis 25 ans maintenant, avec parfois des personnes et des positions politiques qui varient beaucoup. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec l'opposition? Ils sont tendus. Ils sont tendus parce qu'ils souhaitent cette relation tendue. Je les ai reçus à plusieurs fois, notamment pour le sujet de la piscine, et je me rends compte qu'à chaque fois, ça tombe dans les mêmes travers. C'est une instrumentalisation politique des situations. Je suis quand même le maire qui a permis à l'opposition de siéger dans tous les organismes, même ceux qui sont rémunérés, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Et on n'a jamais remercié de cela. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, j'ai ouvert à tous les élus l'ensemble des commissions. J'aimerais qu'ils fassent preuve de plus de travail, puisqu'ils sont souvent absents, que de critiquer, d'instrumentaliser sans arrêt les situations. Voilà. Sur cette question-là, écoutez Michel Chapa, conseiller municipal d'opposition avec la liste En Avant Maurepas, arrivé second lors des municipales. Par exemple, il y avait des offices municipaux, sous prétexte que certains des dirigeants de ces offices n'étaient pas de son opinion, il les supprime. Alors, il va dire je ne les supprime pas, mais il leur coupe les vivres. Les offices municipaux, c'était une espèce de pôle fédéral des associations de Maurepas, où les gens se parlaient indifféremment des options politiques et des opinions politiques. C'était ça qui était extrêmement important. Nous avons vécu avec M. Jameau, qui est une personnalité qui s'affiche à droite. Eh ben, nous nous sommes
entendus avec lui. Nous nous sommes entendus avec Mme Malaquin, qui fait de la politique comme vous le savez. Elle vous dira que mes relations avec la municipalité Mougeot, quand elle était présidente de l'Office de la Culture, étaient très bonnes. Bien que sur le plan de la politique en général, nous n'étions pas de même option. Eh bien, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est qu'on puisse se parler même quand on pense différemment. Monsieur Garestier est incapable de ça. Lui, il casse tout. Une réaction à ces propos de la part de Michel Chapat qui vous accuse finalement de prendre des décisions très politiques? Monsieur Chapat accuse tout le temps, il ne propose jamais rien. Pour lui, parce qu'il a perdu les élections, il ne faudrait rien changer. Mais les Morpasiens ont voté pour le changement et le renouveau. Moi, j'aspire à une autre politique. Monsieur Chapat parle des offices municipaux. Moi, j'ai créé un service vie associative qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec un service culture en mairie, un service des sports qui ne produisait rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Tout était délégué à des offices municipaux, des associations paramunicipales qui ont fait un travail remarquable durant toutes ces années. Sauf que moi, j'ai une autre ambition pour la vie associative morpasienne. J'ai repris en main le traitement des subventions qui étaient déléguées à d'autres associations. Vous avez baissé certaines subventions pour le budget 2015 d'ailleurs? Il y en a quelques-unes qui ont baissé, d'autres qui ont augmenté, et nous avons toujours fait cela en concertation avec les présidents d'associations. Voilà, on ne baisse pas pour punir. Et on n'augmente pas non plus pour récompenser. Il faut que ça se fasse dans la concertation avec la vie associative. Et avant, on n'avait pas le pouvoir de le faire parce que tout était délégué à ces offices. Voilà, moi j'ai une adjointe à la culture, j'ai un adjoint au sport, j'ai un délégué à la vie associative. Ils sont là pour travailler pour le bien des Morpasiens et il est nécessaire qu'on ait un lien direct avec le milieu associatif. Avant la pause musicale, un dernier mot sur le budget 2015 qui s'élève à un peu moins de 38 millions d'euros. Ce budget est en baisse par rapport à l'an passé. Dans le détail, 32 millions d'euros pour la partie fonctionnement, 6 pour les investissements, soit une baisse de 33% en un an. C'était pas possible de faire la baisse du côté du fonctionnement que du côté de l'investissement? Les deux sont liés. Ça a baissé beaucoup sur le fonctionnement, de plus de 800 000 euros par rapport au budget précédent. Vous savez que l'État nous prend 1,5 million d'euros cette année. C'est les baisses des dotations, c'est l'augmentation du fonds de péréquation et c'est les pénalités parce qu'on manque de logements sociaux, calculés au 1er janvier 2014, donc avant que j'arrive aux responsabilités. Et le budget investissement baisse forcément. Parce que quand vous avez une baisse des dotations et vous avez une perte de recettes, vous êtes obligé de baisser votre capacité, de vos investissements, parce que sinon vous ne pouvez pas rembourser quand vous faites des emprunts. Donc ça pose un problème et c'est pour ça que le collectif des maires en colère se bat contre la baisse drastique des dotations de l'État. Dont vous faites partie ? Dont je fais partie, parce que ça entame la capacité d'investissement des collectivités. On ne peut pas baisser autant nos dépenses de fonctionnement que la baisse drastique des dotations. Ça devient injouable moins investir. Ça devient très compliqué de boucler un budget aujourd'hui. Vous avez peur pour l'avenir ? Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que je suis inquiet pour l'avenir. Et il y a des raisons de l'être. Je n'augmente pas les impôts locaux, mais je fais preuve quand même de responsabilité et nous faisons des gros efforts de gestion. Nous changeons des habitudes, mais à côté, c'est ce que je dis à mon équipe, il faut toujours proposer d'autres projets à côté. La volonté, c'est d'améliorer la qualité des services publics avec moins, mais en faisant mieux. Et c'est toute la différence de mes prédécesseurs. C'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes avec le maire de Morpa, Grégory Garestier. Nous parlerons de l'actualité la plus récente de votre ville, piscine, cinéma et intercommunalité. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique avec Grégory Garestier, maire de Morpa. Morpa qui fait l'actualité en ce moment et notamment le centre nautique de la ville, vieux de 40 ans. Vous avez confirmé récemment votre première décision de le fermer jusqu'à nouvel ordre. Vous vous appuyez sur un audit. Alors concrètement et rapidement, que dit cet audit ? Et il dit il faut fermer la piscine aujourd'hui ? Alors un audit ne dit jamais il faut fermer un équipement. Ça c'est de la responsabilité du maire. Il n'y a qu'un responsable, c'est moi. Et cet audit, ce dernier audit, dit beaucoup de choses. Il dit que les faux plafonds de la piscine menacent de s'effondrer sur le public, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont menacés de rupture. Donc quand vous lisez l'ensemble du rapport, vous ne prenez qu'une décision, c'est de protéger la sécurité du public qui n'est pas négociable. Et donc moi je prends mes responsabilités, je ferme cet équipement en attendant d'écrire on est en train de préparer une étude de faisabilité pour savoir s'il faut réhabiliter totalement cet équipement avec des travaux, avec l'ensemble des coûts, des délais, ou s'il vaut mieux détruire et reconstruire parce que ça coûterait trop cher de réhabiliter. Sur un équipement, je le rappelle, qui a plus de 40 ans. Ça veut dire qu'avant cette fermeture, finalement, les gens qui allaient à la piscine, ils étaient quelque part en danger ? Bien sûr. Et là, je pointe l'irresponsabilité de mes prédécesseurs.
On a entendu Michel Chapa tout à l'heure, qui était adjoint aux finances, qui était au courant de la situation et qui a refusé en 2007-2008 les 700 000 € de travaux déjà prévus par l'audit précédent. Je me pose des questions, pourquoi ? Date de 2009, le premier, si je L'audit dis pas date de 2009, donc il y avait déjà des travaux qui avaient été chiffrés par les services techniques, qui ont été refusés par l'équipe de l'époque. Et vous étiez au courant de rien de tout cela, du premier audit ? Vous ne saviez pas la du tout. situation Moi, pour la je l'ai piscine ? découvert quand j'ai changé de directrice générale en octobre dernier. J'ai découvert cet audit et quand je l'ai vu, quand je l'ai lu, j'ai dit à mes services, nous commandons un deuxième audit. C'est là qu'est venue la fermeture provisoire. Et en attendant, j'ai souhaité un troisième audit d'un autre cabinet qui a confirmé beaucoup plus violemment les premiers scénarios des précédents audits. Voilà. L'argument sécuritaire ne convainc pas tout le monde. Écoutez sur ce sujet Ismaël Havane, conseiller municipal d'opposition. À partir d'un audit qui dit, de ce que j'ai lu, faites les travaux de manière urgente. Et les travaux sont listés. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on a la connaissance des travaux à faire et que l'audit nous dit faites des travaux, faisons des travaux. D'autant plus qu'en conseil municipal, il nous a été dit la première partie des travaux d'urgence a été budgétée à 700 000 € et une deuxième tranche de travaux de 2 millions d'euros pour consolider pourrait être faite. On a tous les éléments qui montrent que si on a la volonté de garder une piscine sur Maurepas, on peut le faire. Je ne veux pas rentrer sur le discours de la sécurité parce que c'est un discours, c'est un faux argument. Tout le monde est pour la sécurité. Personne ne mettra en danger la vie des Maurepasiens. C'est impossible. Donc il faut arrêter cet argument-là. À partir du moment où tout le monde est d'accord pour une fermeture provisoire, et si on est dans l'idée de la réouvrir, on engage les travaux, on ferme provisoirement et on rouvre un peu plus tard. Et ça, c'est un signe qui montre qu'on veut garder une piscine. Lorsqu'un audit vous dit faites les travaux en urgence, il ne vous dit pas fermez en urgence. Beaucoup de bâtiments sur Maurepas ont plus de 40 ans. Pour des particuliers qui vivent dans des immeubles, vous faites passer un audit, il y aura beaucoup de choses à revoir. Mais on ne va pas fermer tous les bâtiments de Maurepas. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on les réhabilite ou soit on fait les travaux nécessaires. Ismaël Havane vous demande pourquoi vous n'avez pas engagé les travaux tout de suite, puisque vous aviez la liste des travaux à faire. Alors je dirais déjà heureusement que les Maurepasiens ne l'ont pas élu. Quelle preuve d'irresponsabilité et d'inexpérience. On voit bien que M. Vann débute sa vie politique. Enfin, comment entendre une chose pareille ? Oui, les travaux ont été listés, mais avant, il faut commander une étude de faisabilité pour savoir s'il vaut mieux réhabiliter totalement l'équipement, parce que ça se trouve, ça va coûter beaucoup plus cher que de détruire et de reconstruire. Cet équipement a 40 ans. Pourquoi les travaux n'ont pas été faits plus tôt ? Je pose la question. S'ils avaient été faits en 2009, déjà les travaux, on n'en serait pas là. La piscine ne sera pas forcément fermée, parce que maintenant, c'est plus 700 000 € qu'il faut investir. Ça se trouve, c'est 2 millions, 5 millions, 6 millions, 10 millions d'euros. Et ça, seule une étude de faisabilité nous le dira. Et la volonté de maire que j'ai, c'est d'avoir une piscine à Maurepas. Vous aurez une piscine, quoi qu'il arrive, peu importe le coût ? Mais bien sûr que je veux une peu importe le coût. Mais ça, nous le chiffrerons. Après, nous discuterons avec les villes d'Élancourt, la ville de Coignères, parce qu'elles sont partie prenante. Il y a 40 000 scolaires. Mais on ne transige pas avec la sécurité du public. On voit que M. Vann c'est pas forcément n'est pas ce aux responsabilités. En tout cas, sur le domaine sécurité, il était d'accord avec vous. Il pensait que c'était sur la méthode employée qui n'était pas la sienne, en tout cas. Mais s'il faut faire des travaux, il faut faire des études. Il y a un audit qui vous dit, en effet, il faut faire des travaux. Mais il faut commencer par quoi ? Est-ce que M. Vann ne sait pas, parce qu'il ne sait pas beaucoup de choses dans cette histoire, finalement, c'est qu'on a aussi les bassins qui s'affaissent, parce que l'audit structurel n'a pas porté sur les bassins. Et les bassins s'affaissent et nous avons des fuites. Donc vous imaginez, s'il faut faire des travaux sur les faux plafonds, il faut faire des travaux sur les bassins, ça va coûter des millions. Donc la question, elle n'est pas oui ou non, il faut une piscine. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. S'il faut réhabiliter un équipement de 40 ans qui va coûter aussi cher qu'une piscine neuve, il faut quand même qu'on se pose des questions. Donc c'est votre souhait, vous pouvez dire aujourd'hui qu'un jour Maurepas aura une piscine. Mais bien sûr. Et, de nouveau une piscine en tout cas. Mais bien sûr, c'est pas la question. C'est inimaginable d'ailleurs Maurepas sans piscine ? Non, il y a des Maurepasiens qui m'ont dit, monsieur le maire aussi, on pourrait très bien se passer de piscine parce qu'il y en a d'autres aux alentours. Moi, ma volonté de maire, c'est d'avoir un équipement nautique parce que ça fait rayonner une collectivité, parce que nous sommes dans un même bassin de vie avec les villes d'Élancourt et de Coignères et que nous avons besoin de cet équipement. Mais maintenant, moi, j'agis en urgence. Je suis dans l'urgence. Je ne suis pas dans l'après, je suis dans l'urgence. Je garantis la sécurité des Maurepasiens. Et il y a quand même une plaque du faux plafond qui s'est décrochée il y a un peu plus d'1 an, avant que j'arrive aux responsabilités, alors que les bébés nageaient. Et il y a un filet qui avait été installé par l'ancienne équipe en 2009. Et ce filet, il est indiqué dans le dernier audit qu'il n'est ni certifié, ni homologué, ni même contrôlé. Vous vous rendez compte ?
que s'il faut plafond tombait, ce qui pourrait arriver, il n'y a qu'un responsable, je le rappelle. Donc M. Vann ferait mieux de travailler ses dossiers et de venir en commission plutôt que de me faire des leçons de morale. Parlons maintenant de l'autre sujet qui fait l'actualité à Maurepas, c'est le cinéma. La ville de Maurepas vient de recevoir le feu vert pour l'installation d'un complexe privé en face de la zone village loisirs. 8 salles prévues, 1700 fauteuils. J'imagine que cela doit vous ravir, puisque ça représente... C'est quoi l'intérêt pour vous? Ça représente des nouvelles retombées économiques, c'est ça? Alors, ce complexe cinématographique de 8 salles et 1701 sièges est une bonne nouvelle pour le village des loisirs qui a été créé en 2004 et qui avait besoin d'une locomotive commerciale pour fonctionner. Or, cette zone, pour le moment, ne fonctionne pas bien, puisque nous avons des boutiques qui ferment, donc des suppressions d'emplois. Et là, ce cinéma va permettre de relancer cette zone qui en a besoin, sur un terrain qui est privé, avec un opérateur qui va investir des millions dans ces structures et qui va coûter 0 € à la ville de Maurepas. Ça va même, au contraire, rapporter de l'argent, puisque nous allons toucher une taxe d'aménagement sur la construction de ce bâtiment. Donc voilà, c'est que du positif. C'est que du positif pour la ville. Dans une situation où les dotations baissent, là vous avez un opérateur qui veut faire un beau projet, d'autant plus que l'architecture du bâtiment sera tout en bois, qui va créer des emplois, une quinzaine d'emplois, qui va drainer et permettre aux commerces aux alentours de se développer. Donc voilà, c'est que positif. C'est un investissement privé, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas votre avis à donner ? J'ai pas mon avis, moi je signe le permis de construire, mais après... Donc vous pouviez refuser éventuellement le cinéma, ou si ça avait été un autre projet qui ne vous plaisait pas, par exemple ? Par exemple, mais là, la Commission nationale d'aménagement commercial, qui est compétente, j'ai quand même été auditionné par une dizaine de conseillers d'État, et qui a validé le projet. Donc l'État a validé le projet, maintenant l'opérateur est en droit de déposer son permis de construire. En tout cas, la future installation de ce grand cinéma ne fait pas le bonheur de tout le monde. Écoutez la réaction de Luc Bocan, le directeur du Ciné 7 qui se trouve à Elancourt, juste à côté de nos studios. Je pense que c'est un projet prédateur, même si le terme est un petit peu excessif, parce qu'il risque de déséquilibrer fortement notamment la petite exploitation. Il n'y a pas que nous, et on va se retrouver demain coincé entre un multiplex de 16 salles qui existe déjà à Saint-Quentin, un de 8 à Maurepas, pourquoi pas un de 11 à Coignières juste à côté. Je dirais, à la limite, ils se boufferont entre eux, comme ça fera un peu d'air pour les autres. Donc c'est du délire, tout simplement. Enfin, je trouve que c'est du délire. Ça n'a pas de sens. Demain, si on a de grosses difficultés financières, quid de l'avenir du Ciné 7 à cause de cette implantation? Et maintenant, on verra bien. On verra bien. En tout cas, on est là, on reste là, et j'espère qu'on restera là longtemps encore. Vous comprenez les inquiétudes de Luc Bocan, ou alors vous dites que toutes les études ont été faites et prouvent que finalement, il n'y aura pas de concurrence entre les cinémas? Oui, les études ont été faites et la Commission nationale d'aménagement commercial les a retenues. Parce que si elle a validé le projet de 8 salles et de 1701 fauteuils, c'est que finalement, ça ne porte pas préjudice au cinéma aux alentours. Et le futur cinéma de Maurepas ne va pas drainer le même bassin de vie. Ça va surtout drainer le sud Yvelines, plutôt que le bassin de la ville nouvelle. Et je le rappelle, quand UGC, les 16 salles à Saint-Quentin ont ouvertes, ça n'a pas porté préjudice au Ciné 7, puisqu'ils ont créé une 3e salle. Après, le Ciné 7 est un bon cinéma d'art et d'essai. Il est classé comme tel, alors que le cinéma de Maurepas, le multiplex, c'est un cinéma généraliste. Chacun va trouver son public finalement. Je le pense, et je le crois fortement. Dernier sujet qui concerne l'actualité de votre ville, c'est la future intégration au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Elle aura lieu le 1er janvier prochain. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour nous ce mot intégration, mais comment ça se passe, une telle intégration? Quel type de travail ça vous demande à vous en tant qu'élu? C'est une mise à niveau des services? C'est quoi? Alors pour le moment, nous avons été approchés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au travers d'un cabinet indépendant qui va recenser les besoins des villes entrantes. Et ensuite, il y aura la partie politique où nous allons négocier les compétences optionnelles et facultatives avant d'y rentrer. Voilà. Déjà, il y a une remise à plat en termes de fiscalité et de compétences. Et ensuite, il y a la partie politique où on va discuter l'intégration. Mais c'est une bonne nouvelle pour la ville de Maurepas parce que nous sommes dans le même bassin de vie. D'ailleurs, Maurepas n'aurait jamais dû quitter la ville nouvelle dans les années 80. On en voit. Vous étiez déjà dans la ville nouvelle il y a 30 ans. Oui, absolument. Et on le paye aujourd'hui parce que tous nos équipements sont dans un mauvais état. Ils n'ont pas été entretenus par faute de financement ou par choix politique aussi, parce que d'autres ont été faits que je conteste. Et donc, cette volonté de rentrer dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, il doit bien se faire, sans se laisser faire. Et dans l'objectif de servir l'intérêt de sa ville et de tous les habitants. La crainte, généralement, quand il y a intégration, c'est augmentation des impôts locaux. Est-ce que ça l'est également pour vous? Est-ce que j'ai pas cette crainte parce que la volonté de la nouvelle équipe de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin est de baisser drastiquement la dépense, justement pour préserver la fiscalité. Donc là-dessus, il y a des bons signaux, mais je serai très vigilant.
Une intercommunalité, elle est faite pour mutualiser nos équipements et nos structures. Donc, il faut qu'on travaille en ce sens. Il faut qu'on mutualise le personnel municipal, les compétences, les équipements pour améliorer le service public, mais aussi pour faire des économies. C'est très important. Et c'est ça aussi la volonté d'une intercommunalité, mais qui a échoué en France, d'ailleurs, depuis de nombreuses années. On le voit bien dans les rapports. Cette intégration inquiète en tout cas Michel Chapat, conseiller municipal d'opposition. Pour lui, tout se décide sans l'avis des habitants. Écoutez. Tout s'est organisé d'une manière complètement politicienne en coulisses, en discussion politicienne de coulisses et rien d'autre. Il n'y a eu aucun débat public, que ce soit ici ou ailleurs. Tout se passe en coulisses. Est-ce que vous croyez que c'est normal ça? C'est parfaitement scandaleux et il n'y a nulle part, sauf en de rares endroits, mais loin de l'Île-de-France, nulle part de discussion sur un projet de territoire, sur un projet d'avenir de territoire, qui est une grosse lacune de la loi Sarkozy et des lois qui lui ont succédé. Mais il n'y a aucune discussion sur un projet de territoire. Maurepas va dans la Casquie. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Il y a les conditions de la loi financière. Pour le reste, je pense que c'est un grand échec, un grand rendez-vous manqué, cette intercommunalité en général. Et l'inclusion de Maurepas-la-Casquie aussi, puisqu'il n'y a aucun débat. On ne sait pas où on va. Il y a des discussions de coulisses, de couloirs, mais on n'en sait pas plus. Alors Michel Chapat ne vous vise pas particulièrement, c'est peut-être pas clair dans ce son, mais il vise plutôt le manque de concertation globalement sur les intercommunalités. Est-ce que vous aussi vous le regrettez ça pour l'intégration au sein de la Casquie? Avec Michel Chapat, il y a toujours un problème, il n'y a rien qui va. Je suis désolé, mais quand on est rentré dans la communauté de communes des Étangs, est-ce que M. Chapat a consulté les habitants? Est-ce qu'il a consulté les habitants sur un projet de territoire? La réponse est non. Et on a plus à voir avec Elancourt plutôt qu'avec les Bravières. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est le sens de l'histoire, c'est le même bassin de vie. On a un projet commun avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, que le projet du dédoublement du pont Guichouleur, qui mène à la gare de la Verrière. Qui est-ce qui le porte, ce projet? Avec les millions qui vont apporter, c'est la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, c'est pas la communauté de communes des Étangs. Donc, il faut maintenant sortir de ces œillères et regarder vers l'avenir et non pas vers le passé. M. Chapat est un homme du passé. Il est encore bloqué dans les années 80. Moi, je suis dans les années 2000. Donc maintenant, il faut avancer, il faut construire les choses. Les choses, elles ont été faites en concertation avec les élus. Moi, j'ai pu exprimer ma position. On en a débattu en conseil municipal. M. Chapat a même voté contre. Voilà, mais le débat a eu lieu. Il y a Vous parlez aussi de la population, des débats avec la population. Il ne visait pas forcément Maurepas, encore une fois. J'ai fait une consultation auprès de mes habitants. Ils étaient contre, à l'époque, le projet de 800 000 habitants. Ça, on est d'accord. On était tous contre. Mais en revanche, le résultat de cette consultation mettait bien l'accent sur le fait que l'ensemble des compétences qui devaient être partagées par une intercommunalité étaient celles de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et que c'est le même bassin de vie. Donc voilà, je suis aussi la volonté des Maurepaisiens, qui sont favorables, mais je suis aussi la volonté que j'ai de rejoindre un ensemble qui est cohérent avec l'histoire de la ville de Maurepas. Nous sommes une ville nouvelle, nous avons été construites. La ville de Maurepas a été construite en même temps que les villes de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc il n'y a aucune raison qu'on en soit séparés à présent, et c'est une bonne nouvelle de la rejoindre. Mais il faudra être vigilant et il faudra négocier dans l'intérêt de la ville pour servir les habitants, mais aussi pour améliorer la qualité des services publics. Est-ce qu'on vous tient au courant des débats, des orientations politiques actuelles de la Casquie, même si vous n'y êtes pas encore officiellement ? Est-ce que Michel Laugier vous dit, voilà, on a pris telle orientation ou pas, le président de la Casquie? Mais je n'ai pas besoin de ces orientations-là, parce qu'il y a les conseils communautaires qui sont publics. On a les documents. Voilà, mon équipe municipale... Il y avait le budget 2015 qui a été voté absolument. Mon récemment. Équipe municipale se tient au courant des dossiers. Je suis au courant de ce qui se passe, bien sûr. Mais ça, il faut aller aussi chercher l'information. On est dans un pays libre, avec une transparence dans l'information. Donc, tout est accessible. Dernière question, est-ce que la Casquie pourrait par exemple prendre en charge le financement de la piscine? Est-ce que intégrer la Casquie, c'est bon aussi pour le sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, la piscine? C'est une bonne question. Et la réponse, je pense, est positive. La communauté d'agglomération a tout son poids à peser dans le projet de l'équipement nautique, d'autant plus qu'il est déjà intercommunal, puisqu'il y a les villes d'Elancourt et de Coignères qui fréquentent la piscine de Maurepas, 40 000 scolaires par an, je le rappelle, en tout, avec les villes de Maurepas. C'est 170 000 utilisateurs par an. Mais il y a aussi le conseil régional, le conseil départemental, l'État, la Fédération française de sport. Donc voilà, tous ces acteurs doivent participer au projet de la piscine de Maurepas, que ce soit dans une réhabilitation ou dans une destruction-reconstruction. Nous verrons en tout cas ce que dira l'étude de faisabilité.
Mais en tout cas, c'est positif. C'est pour ça qu'il est important pour la ville de Maurepas, outre le sujet de la piscine, de rejoindre une intercommunalité qui a des moyens, qui est puissante, qui a un coefficient d'intégration important pour justement mutualiser nos structures, faire des économies et investir pour l'avenir. Si Maurepas n'était pas sorti de la ville nouvelle, de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin dans les années 80, on aurait pu investir des millions dans les équipements. Moi, je récupère des écoles qui sont dans un sale état, des gymnases aussi qui sont dans un sale état. Et si on avait bénéficié de moyens supplémentaires avec une intercommunalité puissante, on n'en serait pas là. Voilà, il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Moi, je suis un homme d'avenir et je laisse la polémique de côté. Voilà. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Grégory Garestier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Maurepas. Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Prochain numéro de l'hebdo politique dimanche prochain, 18h au Parlement européen de Strasbourg avec Christine Revaud-Dallonès-Bonnefoy, eurodéputée socialiste d'Île-de-France. Bonne fin de soirée à tous et bonne semaine sur Sensation. L'hebdo politique sur Sensation.